Elon Musk a-t-il le pouvoir de faire basculer à lui seul la prochaine élection présidentielle sans même glisser un seul bulletin dans l'urne? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, alors que la justice française s'intéresse de près aux mécanismes de la plateforme X, du refus d'accès aux données algorithmiques jusqu'aux polémiques sur l'outil Grok, la question n'est plus de savoir si les réseaux sociaux influencent la politique. La question est de savoir si un seul homme, à la tête d'un empire technologique mondial, peut imposer son agenda à une démocratie souveraine. Pendant cet épisode, nous allons décortiquer ce bras de fer inédit entre l'État français, la puissance des algorithmes et la réalité du vote. Pour bien mesurer l'ampleur de la situation, il faut d'abord poser le cadre de la souveraineté des États. Historiquement, le principe de non-ingérence, formalisé dès 1945 à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, a été conçu pour empêcher des interventions militaires ou le financement clandestin de partis opposés. Par la suite, l'histoire a montré à quel point ce principe fondamental pouvait être bafoué, notamment lors de l'affaire du canal de Suez en 1956 ou encore pendant la guerre froide avec la doctrine de Brejnev. Mais qu'en est-il lorsqu'il ne s'agit plus d'une puissance étatique avec ses tanks, mais d'un acteur privé transnational qui possède une force de frappe médiatique supérieure à celle de la plupart des nations? En droit international public, les entreprises multinationales ne sont pas des sujets de droit en tant que tels. Cela crée donc un vide juridique où la frontière entre la liberté d'expression et l'ingérence étrangère s'efface. Quand la justice française tente de vérifier si l'algorithme de X privilégie artificiellement des figures politiques, comme lorsque Elon Musk a publiquement soutenu Marine Le Pen ou relayé des discours du parti AfD en Allemagne, elle se heurte au premier amendement de la Constitution des États-Unis. On l'a vu récemment lorsque Marco Rubio, le secrétaire d'État états-unien, a accusé l'Union européenne de chercher à restreindre indûment la liberté d'expression. Dès lors, deux visions du droit international s'affrontent. D'un côté, la vision classique et souverainiste du système westphalien, où chaque nation régule son espace public pour protéger la sincérité de ses scrutins. De l'autre, la vision transnationale et libertarienne de la Silicon Valley, selon laquelle la circulation de l'information ne connaît pas de frontières et toute régulation équivaut à de la censure étatique. Et cette tension internationale se répercute directement au cœur de notre propre cadre constitutionnel. Notre Constitution de 1958 dispose dans son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple. La sincérité du scrutin a d'ailleurs été érigée en principe à valeur constitutionnelle en 2018. En parallèle, nos lois imposent aux médias traditionnels comme TF1, France Télévisions ou BFM Télé des règles d'équité strictes contrôlées par l'Arcom où l'on compte le temps de parole des candidats à la seconde près. Mais ce modèle est totalement désarmé face à une plateforme transfrontalière. Si l'Arcom peut suspendre l'autorisation d'émettre d'une radio locale ou condamner des chaînes comme CNews à une amende administrative, quel est son levier d'action réel sur un serveur basé au Texas? Certes, au niveau européen, le Digital Services Act, le DSA, permet théoriquement de sanctionner les géants du web. Fin 2025, la Commission européenne a d'ailleurs infligé une amende de 120 millions d'euros à X pour non-respect du DSA, notamment en raison de la tromperie sur les coches bleues pour les comptes vérifiés et du refus d'ouvrir les données aux chercheurs. Mais sur le plan administratif, prouver devant un juge qu'un algorithme a été sciemment altéré pour favoriser un candidat est pratiquement mission impossible. L'administration française se heurte à l'opacité des modèles et au refus catégorique d'accès au code source. Cela nous amène tout naturellement à nous interroger non plus seulement sur la norme juridique, mais sur la réalité des forces politiques en présence.
La science politique fonde le débat démocratique sur la notion d'espace public, conceptualisée par Jürgen Habermas. L'espace public est un lieu, physique ou symbolique, où les arguments s'affrontent de manière rationnelle. Or, le passage des médias de masse aux plateformes algorithmiques a brisé ce modèle. Historiquement, les partis politiques, la presse d'investigation et les corps intermédiaires agissaient comme des filtres qui sélectionnaient les sujets prioritaires du débat national. Mais aujourd'hui, X permet une désintermédiation totale. Mais il y a là un risque majeur. Celui que l'algorithme creuse et radicalise le fossé politique en surexposant les citoyens à des discours extrêmes d'un côté, tout en invisibilisant le centre ou la nuance de l'autre. Deux thèses s'opposent chez les politistes. La première, portée par des chercheurs comme Thierry Vedel, affirme que l'influence directe de X demeure marginale car la plateforme ne touche environ 10 à 15% de la population française et c'est principalement surreprésenté parmi les jeunes, les personnes diplômées et politiquement actives. La seconde thèse montre au contraire que X est le réseau sur lequel se concentrent les journalistes, les politiques et les groupes de pression. En modifiant les sujets mis en avant sur X, on crée ainsi un effet de mise à l'agenda. Les thèmes propulsés en tendance sur le réseau social deviennent 2 heures plus tard les sujets d'ouverture des journaux télévisés de 20 heures et cela fait qu'ils touchent ensuite l'ensemble du corps électoral. Mais pour comprendre d'où vient ce pouvoir disproportionné, il faut lever le voile sur les mécanismes économiques et les mécanismes financiers. Quand Elon Musk a racheté Twitter en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, l'entreprise a été retirée de la bourse de New York, la NYSE, ce qui l'a transformée en une société privée non cotée. Et ce montage financier change tout. Dans une société cotée, les dirigeants sont soumis au contrôle d'un conseil d'administration. Là, après avoir privatisé X, Musk a dissous le conseil d'administration, s'est nommé PDG et a licencié 80% de ses ingénieurs qui travaillaient sur la confiance et la sécurité de X. Il a transformé un espace de débat mondial en un outil d'influence personnelle, adossé aux valorisations colossales de l'une de ses autres entreprises, SpaceX. Politique économique, nous sommes là face à un cas qui peut être qualifié de monopole de fait sur le marché de l'information en temps réel, soutenu qui plus est par un effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs sur X, plus la plateforme devient incontournable pour les acteurs publics. La gouvernance autocratique de l'entreprise permet ainsi d'imposer des arbitrages politiques unilatéraux sans craindre la pression d'un conseil d'administration ni la sanction d'une chute du cours en bourse. Et ce constat économique et technologique a des répercussions directes sur le tissu social en soulevant une question clé. Comment les citoyens réagissent-ils face à la saturation algorithmique ? La sociologie des médias distingue 2 mouvements contradictoires. D'un côté, certains sociologues soulignent l'accentuation des bulles de filtre et des chambres d'écho. En favorisant les contenus qui suscitent la colère et l'invective, l'algorithme détruit la cohésion sociale et segmente la population en communautés étanches qui ne partagent plus la même réalité factuelle. D'un autre côté, la sociologie dite de la réception rappelle que les électeurs ne sont pas des récepteurs passifs ou des idiots culturels manipulables au gré d'une notification. Le comportement électoral reste solidement déterminé par des variables sociologiques lourdes. Le niveau de revenu, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme, l'ancrage territorial, métropolitain ou rural, et la mémoire politique familiale. L'algorithme ne crée pas la colère sociale ex nihilo, en partant de rien. Il amplifie des fractures préexistantes, comme celles observées durant le mouvement des Gilets jaunes en 2018, où Facebook avait servi de catalyseur à une crise de la représentation politique déjà bien ancrée dans le réel. Et c'est là le moment pour moi de vous poser la question suivante, et j'aimerais d'ailleurs avoir vos retours dans les commentaires. Selon vous, face à ces risques d'ingérence et de manipulation algorithmique lors des scrutins, la France et l'Union européenne
doivent-elles aller jusqu'à bloquer temporairement l'accès à une plateforme comme X durant la période de campagne présidentielle au nom de la souveraineté nationale? Ou bien un tel blocage constituerait-il une atteinte inacceptable et disproportionnée à votre liberté d'expression et d'information? Prenez le temps d'y réfléchir et de débattre calmement en commentaire, car ce choix engage directement le futur de nos institutions démocratiques. Pour conclure cet épisode, je dirais que ce dossier démontre la rencontre brutale entre deux mondes. D'un côté, un État-nation, adossé à sa constitution de 1958, à ses autorités de régulation administrative et à sa souveraineté populaire, et de l'autre, un hypercapitalisme financier capable de façonner l'espace public mondial à coups de lignes de code et de capitaux privés. Que la justice française parvienne ou non à établir des sanctions pénales contre les dirigeants de X, le défi posé à notre démocratie est désormais permanent et structurel. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager vos réflexions en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.